Alors là, je vais un petit peu parler de ce que j'ai appelé la stratégie de modélisation, ou bien juste de vous un petit peu faire un recap, ou bien une logique de modélisation. Comme ça, vous allez pouvoir suivre sur logiciel robot, plutôt logiciel CSI Bridge. Alors, j'ai mis du plan de coffrage au modèle de calcul parce que on commence toujours par établir un plan de coffrage. Et ensuite, sur la base de ce plan de coffrage, on va établir notre modèle de calcul. Un tablier de pain à poutre, c'est un tablier qu'on doit calculer avec ce qu'on appelle la théorie des plaques, parce que c'est quelque chose de surfacique. Alors, pour monter le modèle de calcul, ce qu'on va faire, c'est l'association des poutres longitudinales, qui sont les poutres qui constituent les poutres de notre tablier. Et vous avez un ordi qu'on va modéliser en tant qu'élément plaque. C'est comme ça qu'on va procéder. Vous avez sûrement entendu de la méthode de Guillaume-Massonnet et des coefficients de répartition transversale. Là, c'est un artifice qui permet de faire la résolution de ce problème, c'est-à-dire le calcul d'un tablier en utilisant juste la théorie des poutres avec des coefficients transversales. Alors là, lorsqu'on va faire la modélisation avec le logiciel CSI Bridge, on va modéliser l'ordi en tant que plaque. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'appliquer des coefficients de répartition transversale. Alors, donc là, c'est le modèle qu'on va élaborer. Donc, vous avez ici les poutres longitudinales et vous avez ici une dalle qui va Juste une relier. parenthèse. Oui, Le coefficient de Guillaume mentionné permet de repartir les charges sur le tablier, c'est ça? oui, exact, sur les poutres. Sur les poutres. Alors, Mais alors, comme on modélise un modèle plaque sur les poutres, là, ça fait le travail automatiquement quoi, dans CC Bridge. oui, justement, je vais juste tout de suite parler des méthodes de résolution de ce type de structure, éventuellement la méthode de Guillaume-Massonnet qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est bon? Tout de C'est suite. bon. C'est bon. Ça va répondre à votre question, Eric. C'est bon? C'est Alors bon. là, C'est je parfait. disais que on a des poutres longitudinales et entre les deux, il y a une dalle. Alors, pour résoudre ce problème, donc on a dit que c'est une structure bidimensionnelle. Donc, c'est une structure à 2D, c'est-à-dire il a deux dimensions. Vous avez l'axe X et vous avez l'axe Y. Alors, l'inconnu du problème, ça va être le déplacement, c'est-à-dire le déplacement de l'élément. Et à partir de ce déplacement, on va pouvoir calculer les différents efforts, les moments longitudinaux, les moments transversaux, les déplacements et tout ça. Alors, deux méthodes qui sont utilisées. Il y a la méthode qui sont basées sur les coefficients de répartition transversale. C'est ce qu'on appelle la méthode de Guillaume-Massonnet. Et il y a la résolution directe de l'équation en utilisant la méthode des éléments finis. C'est bon? Donc là, la méthode, par exemple, des coefficients de répartition transversale, on aura besoin lorsqu'on fait, par exemple, le calcul avec le logiciel ST1, surtout avec la version des mots dans lesquels il n'y a pas assez de nœuds. Donc là, on utilise la méthode de coefficients de répartition transversale avec la théorie des poutres. Par contre, dans notre modèle, on n'aura pas besoin des coefficients de répartition transversale parce que la dalle, on va la modéliser plutôt en tant que plaque. Alors, donc si vous voulez, lorsqu'on a les méthodes qui sont basées sur les coefficients de répartition transversale, nous avons à déterminer le déplacement de la structure. Lorsqu'on dit le déplacement, une fois qu'on va dériver le déplacement, on va avoir les moments et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est un artifice mathématique. Ça veut dire on va séparer le déplacement qui dépend des deux coordonnées x et y. On va le séparer en deux grandeurs. Il y a un coefficient k qui s'appelle le coefficient de répartition transversale de Guillaume-Massonnet. Et ensuite, il y a le oméga 0 ou bien W0 qui correspond au déplacement au sens de l'ARDM. C'est pour ça que vous faites dans un premier temps un modèle de poutre et ensuite vous allez venir multiplier ce que vous avez calculé pour tenir compte de la répartition transversale. C'est pour ça que j'ai mis un croix, c'est pour dire que le déplacement ou bien les moments, si vous voulez par exemple, si vous avez à calculer le moment MXY dans les différents poutres, alors ce que vous allez faire, c'est de calculer le moment M0 de X au sens de la théorie des poutres. Et ensuite, vous allez calculer un certain coefficient CRT qui dépend uniquement du Y. Et là, vous multipliez les deux. Là, c'est la méthode de ce qu'on appelle la méthode qui sont basées sur le coefficient de répartition transversale. Alors,
lorsque vous utilisez un, un modèle plaque pour modéliser l'ordi, donc vous n'avez pas besoin de multiplier par les coefficients de répartition transversale. Ça veut dire vous n'aurez pas besoin de calculer le CRT, le guillaume maçonné et tout ça. C'est bon? Alors là, c'est la première approche de résolution de CRT. C'est ce qu'on ne va pas utiliser ici. On va plutôt Mais utiliser la une deuxième question que je méthode. pose, Oui, mais dans le calcul, juste une parenthèse, hein, si tu le permets, il n'y a dans le pas de calcul problème. des DALO, on utilise le CRT, pourtant il n'y a pas de poutres en dessous. C'est pour répartir les charges ponctuelles de façon uniforme sur le tablier, c'est ça? Attention, lorsque je dis la théorie des poutres, lorsqu'on dit poutre, c'est les éléments fléchis. Ça veut dire on peut également classer les dalles. C'est bon. Par exemple, si vous avez à calculer un pont dalle, vous pouvez Ok, utiliser la méthode de Guillaume maçonnet, mais ça s'appelle comme des poutres dalles. Lorsqu'on dit, ok, vous voulez, c'est des poutres, c'est des éléments fléchis. C'est pas les poutres sens des éléments unidimensionnels et tout ça. C'est bon? c'est bon, c'est pas, je comprends. Alors là, la deuxième méthode est celle qu'on va utiliser. Donc, c'est la méthode des éléments finis avec la modélisation de l'ordi en tant que plaque. Alors, les poutres longitudinales, ce sont des éléments unidimensionnels. Donc, ce sont des éléments unidimensionnels, c'est-à-dire que ça répond à la théorie des poutres. Donc, on peut les modéliser comme des poutres. C'est ce qui est marqué ici en bleu. C'est bon? Ensuite, la partie de la dalle qui représente l'ordi, on va la modéliser en tant que plaque. C'est bon? En tant que plaque. Et dans ce cas, c'est comme une association entre les deux. Et parce que là, si on trace là, vous avez la plaque qui représente l'ordi. Et vous avez les poutres qui représentent bien sûr les poutres longitudinales. Et pour relier bien sûr on va le modéliser en tant que plaque dans les deux dimensions. Et ça, on va le modéliser en tant que poutre, mais toujours au niveau de son centre de gravité. Et pour relier les deux éléments entre eux, on va les relier par ce qu'on appelle des barres infiniment rigides qui représentent la liaison entre les poutres et l'ordi. Et ça va permettre, lorsqu'on va modéliser notre structure avec, plutôt lorsqu'on va modéliser le tablier en tant que plaque, donc, on va à la fois avoir l'effet de répartition, parce que c'est la déformation de la plaque qui va répartir les charges. Donc, les charges, ils vont être appliquées dans un premier temps sur l'ordi, et l'ordi, il va les répartir sur les poutres. Et également, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la flexion transversale de l'ordi. C'est-à-dire, on va pouvoir calculer les moments dans la plaque qui va servir pour le dimensionnement de notre structure. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Très bien. Alors là, après, donc, une fois qu'on a monté notre modèle, donc bien sûr ici, j'ai oublié de mettre les entretoises qui seront des poutres dans le sens transversal. Mais dans le modèle, on va voir comment les mettre. Alors là, j'ai fait quelques captures d'écran de ce qu'on va avoir vers la fin. Alors pour les poutres longitudinales, on doit déterminer les efforts internes dans les poutres avec leur ordi participant, parce que vous savez que lorsqu'on a une poutre avec un ordi, bien sûr, lorsqu'on va faire le dimensionnement, il faut prendre la poutre avec la largeur participante. Alors, on va pouvoir accéder aux efforts internes dans le poutre et l'ordi avec sa partie participante, que ce soit les moments, que ce soit les efforts tranchants, que ce soit pour les charges permanentes ou bien les charges routières. Et bien sûr, pour les combinaisons d'actions, puisqu'on va faire le dimensionnement, on le fait au niveau des combinaisons d'actions. Et on va bien sûr, surtout, arriver au moment max au niveau, par exemple, du milieu de la travée avec lequel on va faire le dimensionnement. On va plutôt faire le calcul de la section maximale. Et ensuite, on va adapter la section à l'intensité des efforts parce que vous avez le moment qui change. Donc, on va adapter via ce qu'on appelle les arrêts de barre les arrêts de barre les arrêts de barre qu'on va établir. Alors, donc, ça permet de déterminer les efforts internes dans les poutres longitudinales, mais également, ça va permettre de déterminer la cartographie des efforts internes dans l'ordi, donc avec bien sûr des efforts au sens des plaques, c'est-à-dire on va avoir un moment MXX qui va permettre de dimensionner le ferraillage longitudinal de l'ordi.
mais également un moment MYY qui va permettre de déterminer le ferraillage transversal de l'ordi. C'est pas comme lorsqu'on utilise la méthode de Guillaume-Massonnet. Donc, ce qu'on va faire, c'est de monter un modèle de calcul des poutres. Ça veut dire, par exemple, de type ST1 qu'on va compléter par les coefficients CRT. Et là, ça va permettre juste de faire la justification des poutres longitudinales, c'est-à-dire le calcul de ferraillage de poutres et le dimensionnement des poutres longitudinales. Et pour calculer les efforts internes dans l'ordi, il faut aller vers ce qu'on appelle les abacs de Taïnoz. Ou bien vous pouvez par exemple de Taïnoz. Donc, et là, vous pouvez par exemple faire le calcul de la flexion transversale de l'ordi. Mais là, une fois qu'on fait un modèle global dans lequel il y a à la fois l'ordi, mais également les poutres, donc là, on va directement accéder aux efforts internes dans l'ordi et dans les poutres. Les efforts internes, ils vont permettre de faire le dimensionnement de l'ordi et de la poutre. Alors là, j'ai un petit peu, euh, euh, je présente ici l'exploitation des résultats du logiciel CSIBH et du calcul de ferraillage. Donc, dans les poutres longitudinales, on va avoir les moments de flexion, et on va également avoir les efforts tranchants. Alors, les moments de flexion, ils vont permettre de calculer le ferraillage longitudinal. Donc, avec bien sûr la poutre et son ordi associé. Donc, ça va être une poutre en T. Et également, ça va permettre les efforts tranchants. Ils vont permettre de faire le calcul du ferraillage transversal. Et une fois qu'on a les efforts tranchants et les moments, on va pouvoir calculer on calcule la poutre comme étant une calcul de section de béton armé. Et pour cela, on va utiliser par exemple Expert béton armé de Autodesk. Donc, c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire le dimensionnement et le calcul de ferraillage transversal et longitudinal de nos poutres. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a les efforts internes, on a les sections de ferraillage. Donc, bien sûr, on va faire une proposition, ou bien on va se donner un plan de ferraillage. Donc, c'est un ensemble de barres qui ont en général, pour les points poutres, on utilise des diamètres de HA32, mais si vous avez des contraintes sur le diamètre, on peut utiliser d'autres diamètres, par exemple tels que HA25. Alors chaque barre, il va être défini par un nombre. Par exemple, vous avez ici la poutre, donc vous avez par exemple le premier lit, et dans ce premier lit, vous aurez un nombre. Il aura un diamètre, bien sûr, et bien sûr, il y aura un X début et un X fin, ou bien une longueur, et bien sûr, elle aura une certaine distance par rapport à la fibre inférieure ou bien à la fibre supérieure. Et bien sûr, à partir de ce plan de ferraillage qu'on va proposer, on va établir ce qu'on appelle les courbes de moment résistants. Donc, les courbes de moment résistants qui tiennent compte de la section effective parce que on a dit lorsqu'on arrête par exemple lorsqu'on a une poutre, on arrête une barre. Alors, même si elle a une section A ici, donc au niveau de son extrémité, la section ne va pas travailler à plein résistance. C'est ce qu'on appelle les arrêts de barre. Et bien sûr, on va établir ce qu'on appelle les moments résistants avec CSI Bridge. Et ensuite, on va faire la comparaison entre les moments résistants et les moments qui sont développés dans les poutres. Et on va voir est-ce que notre ferraillage, c'est valable ou non. Si c'est valable, c'est OK. Sinon, on va un petit peu ajuster notre plan de ferraillage. Et il faut faire attention en fait, à la règle de décalage qu'on doit appliquer. Alors, lorsque vous avez, donc ça, c'est une règle de décalage. On la verra lorsqu'on va, bien sûr, aborder le calcul et l'établissement des upper d'arrêt de barre. C'est que dans le BAL, il dit que si vous avez une courbe de moment, et vous cherchez par exemple la courbe des moments résistants à envelopper, c'est-à-dire ce que vous devez envelopper, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle un décalage de la courbe des moments avec ce qu'on appelle 0,8 fois h. Donc ça veut dire que on doit déformer la courbe des moments qu'on va récupérer ici, on doit la déformer de 0,8 fois h. On va faire comment faire pour ce décalage, ça c'est le BAL. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire cette règle de décalage ou non. Non. On n'a jamais fait ça, moi, en tout cas. Ok, donc ensuite on verra que toujours lorsque vous avez des efforts internes, la courbe des moments, il faut la décaler dans le sens défavorable. Ça veut dire on va élargir la zone de moment max dans les deux sens.
et c'est cette courbe de moment décalé qu'on doit envelopper par les moments résistants à calculer sur la base d'un plan de ferraillage. Alors, également, on aura les sections de ferraillage transversal et on va proposer le ferraillage transversal. C'est en général, le ferraillage transversal, c'est un nombre d'acier. Donc, vous avez par exemple la poutre. Vous aurez un diamètre, c'est en général des cadres. Et là, un nombre et bien sûr, surtout un espacement, une plage de variation en fonction de l'intensité de l'effort tranchant. Est-ce qu'on est au droit des appuis? On est au milieu des appuis et on bien sûr, entre les deux zones, il va y avoir une variation voilà, de l'espacement des aciers transversales. Alors, pour ce qui est, bien sûr, en plus des vérifications que nous allons faire de calcul de ferraillage, il faut faire également ce qu'on appelle les vérifications de la couture ou bien la liaison entre la poutre et l'ordi. C'est que ici, lorsque vous avez des poutres qui sont des poutres préfabriquées, entre la poutre et l'ordi, vous aurez un plan de reprise de bétonnage et bien sûr, il faut mettre des aciers ce qu'on appelle des aciers de couture pour assurer la liaison entre la poutre et l'ordi. Donc là, ce sont des vérifications complémentaires qu'on va voir comment les faire. Ensuite, là, c'est comment on va introduire le ferraillage dans le CSS-RBH. On verra par la suite comment définir le ferraillage. Ce qui est en vert, c'est le longitudinal. Et ce qui est en violet, c'est plutôt le transversal. Donc là, c'est le ferraillage transversal. Alors après, pour le calcul de l'ordi, bien sûr, l'ordi, c'est une plaque. Donc, oui. Donc, dans l'ordi, vous avez l'ordi, on a dit que c'est une plaque, donc ça va être une dalle, c'est au sens du bâtiment si vous voulez. Donc, vous avez une dalle, donc il y aura des moments longitudinaux, il y aura des moments transversaux, et vous avez des efforts tranchants, mais en général, les efforts tranchants se sont négligeables dans les dalles, et c'est plutôt le problème de poinçonnement qu'on doit traiter. Et là, à partir des moments MXX, donc on va pouvoir calculer le ferraillage longitudinal. Et des moments MYY, on va pouvoir calculer le ferraillage transversal. Et bien sûr, si l'intensité des efforts tranchants est importante, là, on va également procéder au calcul du ferraillage d'efforts tranchants. Et tout ça, ça va se faire via, bien sûr, un calcul béton armé. On va considérer l'ordi avec son épaisseur. Et bien sûr, toujours comme il s'agit d'une dalle, on va plutôt considérer un mètre linéaire de largeur pour le calcul de la dalle. Donc, ça va être toujours une section rectangulaire. Donc là, j'ai un petit peu, bien sûr, présenté les composantes de béton, de la vérification des poutres, de la vérification de l'ordi. Et bien sûr, par la suite, on verra lorsqu'on va faire le calcul de l'entretoise et de l'aide de continuité. Je vais présenter le principe de leur calcul avant de mettre en pratique, bien sûr, les aspects de calcul, de dimensionnement des différents éléments. Est-ce que c'est bon?